Premier féminicide de l'année, le terrible décompte est lancé. Une jeune femme de 22 ans a été abattue par son ex-compagnon ce week-end à Koumak. L'homme a presque immédiatement retourné son arme contre lui et s'est suicidé. Ce drame donne une terrible impression de déjà-vu un mois, jour pour jour, après des faits similaires commis à Païta. Des séparations de jeunes couples qui se soldent par des drames, un phénomène de société qui s'explique, pour John Passa, par un climat ambiant de violence. C'est des relations amoureuses où il n'est jamais envisagé de se séparer. Et comme c'est des relations qui commencent très tôt, à 15-16 ans, on n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire que les parents laissent aussi faire cette relation amoureuse-là. Et comme la séparation n'est pas envisagée, hélas, c'est la mort qui ne peut qu'aboutir au bout. C'est-à-dire qu'on est dans des formes de prise de possession, notamment de la part du garçon. S'il n'y a pas cette responsabilité qui est engagée par les parents, on risque d'avoir encore d'autres drames qui vont se passer. 4 féminicides ont été recensés l'an dernier, mais ces chiffres ne sont pas une fatalité pour les femmes du collectif de masse qui affichent des messages féministes sur les murs de Nouméa. Effectivement, je pense que l'éducation a un grand rôle à jouer là-dessus. On ne va pas juste culpabiliser les femmes et leur dire « ne sors pas, fais attention », etc. Il y a un gros problème de culpabilisation des femmes, en fait. Et au contraire, il faut faire changer la responsabilité de l'autre camp. Oui, moi je voudrais m'adresser aux femmes qui peuvent subir en Nouvelle-Calédonie des violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient psychologiques, et leur dire qu'elles ne sont absolument pas seules. Et après, on a également en Calédonie des numéros d'urgence à contacter. Il y a SOS Écoute au 05 30 30 ou SOS Violence au 05 11 11. Aujourd'hui, 805 nouveaux cas positifs ont été confirmés ces dernières 72 heures, ce qui porte à 16 000 le nombre de cas positifs confirmés depuis le lundi 6 septembre. Le taux d'incidence cumulé sur 7 jours glissants a augmenté depuis vendredi dernier. Il passe de 574 à 705 pour 100 000 habitants. Par rapport au dernier bilan publié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le nombre de personnes prises en charge au service de réanimation est de 7 personnes. 13 patients sont quant à eux hospitalisés en unité Covid. Là, du coup, on a le capteur pour écouter le rythme cardiaque du bébé. Et puis, du coup, là, comme ça, avec l'autre, on va pouvoir voir s'il y a des contractions. Donc là, du coup, on va te le laisser une demi-heure. Hop. Comme ça nous permet de voir si le bébé va bien. Les femmes enceintes positives au Covid-19 sans complications ne pourront plus bénéficier de ce suivi rapproché par les sages-femmes. Dès qu'il y a eu des patientes positives dès le mois de septembre, certains médecins du coup, ont jugé nécessaire de nous demander d'aller les suivre à domicile 2 fois par semaine pendant la période Covid, du coup pendant les 10 jours. On n'avait pas encore de recul sur les modalités de facturation et de prise en charge et on n'avait pas de réponse ni du gouvernement ni de la CAFAT. Donc nous, en tant que sage-femme, on a pris la décision d'assurer ce suivi sans le facturer aux patientes en partant du principe que comme la grossesse c'est une période de prise en charge à 100%, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et puis finalement, au mois de décembre, la CAFAT nous a annoncé que ces monitorings ne seraient pas pris en charge. Donc soit il nous reste à réclamer cet argent-là aux patientes, même si elles n'ont pas forcément les moyens de payer ces consultations-là, soit d'avoir travaillé à perte et voilà. Pour la CAFAT, cette non-prise en charge est justifiée. Cette prise en charge n'est pas possible tout simplement parce qu'elle est inutile et qu'elle n'est pas médicalement justifiée. Toutes les publications sur le thème Covid-grossesse montrent qu'il n'y a absolument pas d'augmentation de la morbidité prénatale pour ce qui concerne les enfants de mères ayant contacté le Covid, en sachant qu'il faut aussi prendre en compte la différence entre le fait d'avoir un test positif et le fait d'avoir le Covid en tant que maladie. Il y a d'autre part une graduation dans la symptomatologie. Et donc, dès qu'une femme a un test positif, dire il faut faire là maintenant tout de suite
des monitorings de surveillance. Médicalement, ça n'a aucune justification. Le syndicat des sages-femmes, suite au refus de la CAFAT de prendre en charge ces prestations, a demandé à être reçu en urgence par le gouvernement. En pleine seconde vague de Covid, la prise en charge des femmes enceintes positives non hospitalisées pose question. Pour le moment, aucune suite n'a été donnée à la demande du syndicat. Les forces armées de Nouvelle-Calédonie envoient 10 tonnes d'aide humanitaire aux îles Tonga, frappées par la puissante éruption volcanique le 14 janvier dernier. Cette aide humanitaire est acheminée par le patrouilleur La Glorieuse de la Marine nationale qui lève l'ancre aujourd'hui à 18h. Le patrouilleur La Glorieuse va avoir une mission qui rentre dans la mission des forces armées dans le cadre des opérations de soutien aux îles Tonga que la France a décidé de mener en liaison avec les autorités du Tonga qui lui ont donné leur accord aujourd'hui pour réaliser ces opérations. Depuis la semaine dernière, les forces armées de Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et la Croix-Rouge ont organisé cette mission humanitaire. 21 palettes ont été préparées le week-end dernier. Ce sont des matériels de première nécessité de réponse aux crises immédiates. Donc ça va de kits hygiène, de kits reconstruction, de cordage, de masques, de tentes, de bidons plastiques, de lampes solaires, tout ce qui peut être utile dans la situation triste que connaissent les îles Tonga. Cette mission humanitaire entre dans le cadre de l'accord France pour France-Australie-Nouvelle-Zélande, une coopération internationale pour aider les pays du Pacifique frappés par une catastrophe naturelle. Ces opérations sont à la fois navales et aériennes. Depuis samedi, heure de Nouméa a appareillé un bâtiment depuis Papeete, l'Arago, un autre patrouilleur qui est déjà en train de naviguer vers les Tonga. Les Tonga étant Covid-free, les marins et aviateurs participant à cette mission n'entreront pas en contact avec la population. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contribue à l'aide humanitaire en donnant de l'eau potable. Le patrouilleur La Glorieuse mettra 3 jours pour acheminer les 10 tonnes d'aide humanitaire aux îles Tonga. Depuis le 13 janvier, 24 jeunes de Canala sont en consultante au lieu d'Inenu, un lieu retiré de Canala qui n'est accessible que par la mer. L'environnement est le thème de ce centre. L'activité du jour porte sur le reboisement. Sur ce site-là, comme vous avez dit, eh bien, c'est une zone où il y a eu, là vous pouvez voir, regardez par rapport, en regardant ces arbres-là. Qu'est-ce que vous pouvez deviner? Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu a été brûlé. Voilà, donc il y a quelques temps de ça, il y a eu un feu qui a brûlé ici cette zone-là. L'idée ici est de faire comprendre à ces jeunes que le feu est dangereux, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent nuire à l'environnement, comme la fréquentation par des espèces envahissantes ou encore l'exploitation minière. Donc ici, juste en bas, vous pouvez voir, donc juste là où le petit cric ressort, vous avez de l'érosion, ok? Et là, vous pouvez voir clairement toute la terre qui se déverse dans la baie. Ce site est entouré de mines orphelines. L'an dernier, un reboisement a débuté ici où plus de 500 arbres endémiques ont été plantés. L'occasion pour Johan aujourd'hui de rappeler aux enfants pourquoi il est important de reboiser. L'idée, c'est de recréer aussi l'écosystème qu'il y avait avant. Okay, recréer la forêt, recréer les arbres qui vont pouvoir retenir le sol. Après la visite du site, un compte-rendu a été réalisé pour mieux faire comprendre à ces jeunes que le reboisement est fondamental pour l'écosystème. Sur cette maquette, Johan a illustré une forêt intacte et une forêt endommagée par les incendies. La pluie est illustrée ici par cette bouteille. Ici, en fait, là j'avais mis un truc pour séparer, mais ces deux tribus ils partagent la même eau, la même rivière. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais pencher un petit peu, voilà. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que toute l'eau, toute la boue, toute la terre qui est tombée ici dans la tribu où il y avait eu le feu, elle va finir à un moment donné par arriver, voilà, dans la tribu voisine. Alors qu'eux, ils ont fait attention à leur forêt. Okay, donc c'est pour faire comprendre que quand on met le feu à un endroit, les conséquences, c'est pas que à cet endroit. C'est qu'après, ça touche toute la chaîne, tout le cycle, le chemin de l'eau. Sachant qu'après, l'eau, ça va où après? Au bout de la rivière? Ça va à la mer. Okay, donc après, ça touche aussi à la mer, pour les gens qui vont à la pêche. C'est pas bien de mettre le feu parce qu'il n'y a plus rien qui retient la terre. Parce qu'on a besoin des arbres pour retenir la terre. La prévention est le mot d'ordre ici sur ce camp de vacances. Ces jeunes ont entre 7 et 14 ans et selon la directrice du centre,
Quand l'occasion se présente, il faut parler environnement aux enfants. C'est très important, parce que ce sont un peu les facteurs, ils seront les messagers. Les messagers, quand ils remonteront, ils seront les messagers autour d'eux. Si on ne les éduque pas maintenant, qui va les éduquer? Il faut les éduquer maintenant pour qu'on garde ce pays propre. Dès le début du camp de vacances, ils ont tous effectué un test antigénique et tous étaient négatifs. Maintenant, sauront-ils être ces messagers? L'avenir nous le dira. En tous les cas, il leur reste 5 jours à passer ici avant de regagner leur foyer respectif. Moi, en petit déjeuner, je bois du Milo. Et des fois, je mange du pain au chocolat. Et aussi, je mange du pain au beurre. Je bois du thé, puis je mange des fois des pastèques, puis je mange du pain beurre, puis des fois un peu de biscottes. Soit du Nutella et puis après, je mange aussi des biscottes puis avec du beurre. Samedi dernier, Henriette, Simon et Panana ont partagé un petit déjeuner collectif, composé à 100% de produits de la tribu. La 3e édition du marché Ouké-Sédié, organisé par l'amicale de Dozip, avait pour objectif de réfléchir à une alimentation plus saine et plus locale. À chaque fois, le petit déjeuner le matin, c'est à la va-vite. Alors, en général, Milo et pain beurré. S'il y a des fruits dans le réfrigérateur, on en met un peu, mais ils préfèrent prendre pour manger à l'école, pour faire le goûter avec. L'idéal de cette journée, c'est aussi promouvoir les produits et surtout inciter les gens, surtout nous, à consommer, à s'alimenter en produits de saison et surtout naturel. Dans les îles Loyauté, 71% de la population adulte serait en surpoids, selon le baromètre santé de 2015. Pourtant, à Lifou, la terre offre une multitude de produits frais. En témoignent les marchés tribaux qui se succèdent pour mettre à l'honneur les récoltes. C'est très important pour nous d'exposer tous nos produits. On a tout ce qu'on trouve dans les magasins et puis on fait même pousser des fraises. Pour vous dire que le panier de la ménagère, depuis l'entrée jusqu'au dessert, on a tout sur place. C'est important aussi de montrer que grâce à l'épidémie du Covid, on mangeait très très mal. On mange trop et on mange mal. On est aujourd'hui, on va dire, on a connu une colonisation de peuplement et tout ça, mais on a aussi connu une colonisation alimentaire. On est en train de manger 75% des choses que l'on consomme, on achète à l'extérieur. Une nouvelle enquête de l'Agence sanitaire et sociale est en cours pour mettre à jour les données du baromètre santé. En 2015, 67,3% des adultes étaient en surpoids au pays, soit près de 7 adultes sur 10. Boaouma vit à la tribu de Welissa Temala. Depuis quelques années, elle confectionne des chapeaux, sacs à main et porte-monnaie en fibres d'aloe vera tressée. La variété qu'elle utilise se trouve près de chez elle. Là, c'est le vieux avant et il tombe dans l'eau pour récupérer les fibres. Comme c'est dur à casser. Si je casse, t'as vu, ça casse pas. Mais voilà l'aloe que j'ai fait les sacs avec. Quand tu casses, ça casse facilement. Voilà. Il y a ça, et puis là, il y a tout le long, là. Moi, je viens ramasser les graines, j'ai planté chez moi. Ça y est, j'ai récupéré déjà pour faire des sacs. Tu casses, après tu récupères ça, là. Tu machines. Donc toi, tu prends toutes les feuilles sauf le cœur. Oui, sauf le cœur. Ah là, je commence avec ça. Elle a appris le tressage avec sa mère qui utilisait des feuilles de pandanus, plus difficiles à récolter avec un temps de séchage plus long. Boaouma s'est petit à petit entraînée avec les fibres d'aloe vera. Aujourd'hui, elle ne tresse qu'avec ça. Elles ne sont que 2 à le faire en Nouvelle-Calédonie. Il faut bien sécher. Tu sèches pendant combien de temps à peu près? Mais c'est juste au soleil 2 heures. J'ai fait en 5, j'ai 13 en 5.
Pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui aide ou... Bon, ça dépend. Non, d'habitude, elle travaille toute seule. Moi, je travaille toute seule. Moi, j'ai fait jusqu'à 20 mètres, 30 mètres. Voilà, tu peux faire 2 sacs, 3 sacs, ça dépend. Une fois la base finie, il faut la retourner pour coudre le fond du sac. Et pendant le confinement, il y a eux en province, ils sont venus chercher des trucs pour compenser les infirmières, tout ça, qui sont venus donner la main. Ils ont tout pris les trucs à moi. Et du coup, tu en refais quand? Toutes les semaines? Oui, enfin pas toutes les semaines, s'il fait chaud, mais si... Il passe pas, quoi. Après ça, il faut avoir de la patience pour faire tout ça. Ouais. Après, tu peux mettre les calicots. Il faut à présent coudre la fermeture éclair et le tissu à l'intérieur. Un porte-monnaie qui prendra sa place parmi les autres créations. Vous pouvez les retrouver régulièrement au Centre culturel de Vaud, en commander sur les réseaux sociaux ou vous rendre directement à la tribu de Wélis.